Nous sommes en direct sur Facebook, Twitter et YouTube. Tous les mois, nous abordons des sujets de santé avec nos professionnels. Ce soir, nous abordons Mars Bleu et la lutte contre le cancer colorectal. L'année dernière, nous vous parlions dépistage et cette fois-ci, on va parler du microbiote. Comment le soigner, l'entretenir? À la fin de ce live, vous saurez tout. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Raguin. Bonsoir. Vous êtes diététicienne à la Villa Santé. À ses côtés, nous retrouvons le docteur Maxime Pichon. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence des universités et microbiologiste au laboratoire de bactériologie du CHU. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire de ce live sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Alors c'est parti. Qu'est-ce que le microbiote ? Vaste question. Vaste question, on attaque dur. Alors, le microbiote, si on doit résumer, c'est l'ensemble de tous les microbes qui sont à un endroit donné. Donc, ce qui va nous intéresser ce soir, ça sera plus les microbes qui sont dans notre tube digestif, dans nos intestins. Donc, c'est des bactéries, des virus, mais pas seulement, des champignons et autres. C'est un univers que l'on retrouve exclusivement dans l'intestin, dans le tube digestif. Il y a un microbiote pour cet organe et il est exclusif à celui-ci. Il est spécifique, mais on peut retrouver des microbiotes sur l'ensemble des organes des êtres humains, des animaux, et même dans l'environnement, sans être sur un organe particulier. Et alors, à quoi ça sert d'en prendre soin ? Le microbiote, c'est véritablement un organe à part entière. Donc c'est de la même manière qu'il faut entretenir son cœur, entretenir sa vue. Il faut prendre soin de ces microbes pour pouvoir derrière avoir une bonne physiologie, pour prévenir des maladies quelquefois graves, avoir des bonnes fonctions et bien se porter. Alors, on parle cancer colorectal, Mars Bleu. Le microbiote, est-ce qu'il joue un rôle dans la prévention de cette maladie ? Oui, par plusieurs moyens. En fait, le microbiote, il participe à fabriquer certaines vitamines, il participe à l'équilibre du corps global. Et par ce biais-là, il peut effectivement jouer un rôle dans l'apparition de certaines maladies chroniques. Alors, le cancer, mais pas que. Oui. Après, comme toute maladie, c'est multifactoriel, donc ça peut effectivement en faire partie. Vous vouliez rajouter ? Non, oui. C'était un bon tour d'horizon, effectivement, c'était tout à fait ça. Vous parlez de maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de maladies chroniques en dehors du cancer colorectal ? Alors aujourd'hui, il y a des liens qui sont faits, des corrélations entre le microbiote, la qualité du microbiote, la diversité du microbiote et certaines maladies chroniques, dont l'obésité, le diabète, certaines maladies inflammatoires comme l'asthme par exemple, sont aussi associées. Mais on parle de maladies, mais c'est aussi de la physiologie. Certains tendent à penser que l'infertilité pourrait être associée aussi à des microbiotes différents. Donc c'est maladie, mais pas seulement en plus. D'accord. C'est un peu plus vaste que ça. C'est extrêmement vaste. Alors, pour prendre soin de son microbiote, je suppose qu'il y a des aliments à privilégier et d'autres à éviter. Oui, en fait, le microbiote, il a besoin d'être nourri aussi. En fait, c'est tout ce qui en tout cas, le microbiote intestinal, il a besoin aussi, on a besoin d'en prendre soin. Il n'y a pas forcément d'aliments à éviter, d'aliments à privilégier. En fait, c'est il faut penser plutôt en termes d'alimentation globale et tous les aliments comptent. Après, effectivement, dans tous les aliments qu'on va manger, il va y avoir des aliments qui vont plutôt le protéger, l'entretenir, et puis d'autres types d'aliments qui vont plutôt, au contraire, l'appauvrir. C'est vrai que l'alimentation dans notre société actuelle, elle s'est quand même appauvrie en termes de nutriments, en termes de fibres, en termes de vitamines, et d'intégrer. Alors après, ce sont des conseils assez simples qu'on entend tous, d'intégrer davantage de fibres. Les fibres, en fait, ce sont ces éléments que l'on retrouve dans les fruits et les légumes, dans les céréales complètes, en fait, qui vont venir nourrir ces bactéries dans notre microbiote et les entretenir. Et celles qui les appauvrissent, quels sont les aliments, on va dire, à éviter le plus possible, sinon les bannir ?
Alors, ce qui appauvrit, en fait, c'est le fait d'avoir peu de diversité dans son alimentation, de manger toujours les mêmes aliments. Plus on va diversifier, plus on va apporter une diversité de nutriments et on va participer à la diversité du microbiote. Et puis aussi, ce qui va appauvrir, c'est les aliments très industriels. Alors, on parle souvent de la junk food, mais ce n'est pas que la junk food. Quand on rentre dans un supermarché, on a à peu près les 2/3 des aliments qu'on appelle ultra transformés, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui sont recomposés à l'aide de petites molécules de l'industrie agroalimentaire et qui finalement sont un petit peu vidés alors qu'ils sont plus pauvres en fibres, plus pauvres en vitamines et et riches en additifs, des additifs qui peuvent avoir un impact sur le microbiote. Alors justement, c'était une question qu'on avait. Donc il y a des étiquettes sur les emballages des produits ultra transformés, mais on ne sait pas forcément derrière les lettres, les chiffres, qu'est-ce qui se cache exactement. Est-ce qu'il y a vraiment on va dire des intitulés qu'il faut éviter, qui sont pas dès que vous comprenez pas en fait une étiquette, vous pouvez vous poser la question de pourquoi on ne comprend pas une étiquette si vous achetez un paquet de gâteaux et que vous ne comprenez pas l'étiquette sur le gâteau et qu'il y a plein de mots qui vous semblent étrangers. Ça veut sûrement dire qu'ils n'ont pas mis des ingrédients que vous auriez mis si vous l'aviez fait chez vous. C'est ça. Si on ne connaît pas l'ingrédient, en général, c'est pas pas bon signe. Normalement, si on met de la farine, on connaît la farine. C'est ça. Et s'il y a les émulsifiants, les additifs, bon, c'est pas terrible. Et tous les produits industriels sont vraiment à bannir, ou est-ce que on peut quand même en garder dans son alimentation de façon, on va dire, raisonnée? Après, industriel ne veut pas dire forcément mauvais. Il y a des produits, il faut juste différencier les produits qui sont transformés de ceux qui sont ultra transformés. Après, c'est vrai d'être vigilant par rapport à ce qu'on achète, ne serait-ce que pour la qualité du produit. Ça, on va dire que après c'est du bon sens. On va choisir les produits les plus simples. C'est pas à bannir en fait. C'est juste de les limiter, mais pas à bannir. Bien sûr, on en mangera des produits qui sont très transformés. Après, c'est quelle place on leur donne dans notre alimentation. Tout est une question de mesure. Oui, il ne faut pas que ça prenne une ampleur. Il ne faut pas que ce soit le principal élément de notre hygiène de vie. Ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. On parle des produits bio. Est-ce que c'est forcément la seule alternative, on va dire, qui assure d'avoir une alimentation saine? Alors le bio, ça limite l'utilisation de pesticides par rapport à la prévention des cancers. Alors il y a une dernière étude qui a montré, l'étude Nutrinet, qui a montré une association entre la consommation de produits bio et les risques de cancer. Après, ça reste... les travaux restent encore à approfondir. Après, par mesure de précaution, on nous conseille de nous diriger vers le bio. Après, c'est pas toujours possible parce que c'est quand même cher. Quand on peut, en tout cas, on peut le faire. Après, ça ne veut pas dire qu'un produit bio n'est pas ultra transformé, par contre. Oui, parce qu'on peut mais c'est vrai que, par exemple, dans les fruits et légumes, on encourage la consommation de fruits et légumes. Selon certains fruits ou certains légumes, il y en a qui sont très traités. Par exemple, vous prenez le raisin. Le raisin, c'est un fruit qui est très traité. Selon la nature du fruit ou du légume, ça peut être intéressant parfois de se diriger vers le bio, à condition qu'on ait le budget qui suive. Et si on ne peut pas se tourner vers le bio, les fruits et les légumes, on va dire qu'on trouve le plus souvent, c'est mieux que de ne pas en manger, on va dire. Oui, de toute façon, il y a un impact positif à manger des fruits et des légumes pour l'apport en vitamines, en antioxydants, en fibres. Après, si c'est pas bio, après il y a des petits moyens aussi de se protéger des pesticides, par exemple, en épluchant, en lavant correctement ces fruits et ces légumes. Déjà, on va retirer ceux qui sont les résidus qui peuvent subsister sur la peau, par exemple. On parle aussi des aliments amis, les alicaments. Alors c'est un mot un peu à la mode. Quand on parle d'alicaments, par exemple des graines de kéfir par exemple, est-ce que ce sont des choses qui sont utiles ou c'est juste, on va dire, en surface? Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas d'aliments anti-cancer, il n'y a pas d'alicaments en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute l'alimentation qui va jouer.
Si voilà, on entend beaucoup de choses sur les graines de chia, sur ce genre de choses, si vous avez une alimentation qui est très, très ultra transformée, si vous nourrissez de McDo matin, midi et soir, mais que vous mangez des graines de chia, ça ne va pas changer vos risques en fait. Donc il faut voir l'alimentation dans son global, voir la nourriture, enfin un aliment comme un médicament, non, ça c'est pas quelque chose qui repose sur des fondements scientifiques prouvés. sûrs. Ouais. Ces notions-là ont commencé quand même avec des choses extrêmement éloignées de la clinique et de la vraie vie, avec des très grosses guillemets. C'est des choses qui reposaient sur le fait que, d'un point de vue métabolique, certaines bactéries qualifiées de plus saines étaient associées à des voies métaboliques, des fermentations par exemple, qui étaient suspectées comme étant retrouvées dans ces aliments-là. Et donc le raccourci a été fait probablement trop rapidement, et c'est pour ça qu'on l'entend encore, et que c'est une notion qui est extrêmement, à tort ou à raison, en tout cas extrêmement répandue. Mais en termes de biologie du microbiote, ce n'est pas aussi marqué que certains voudraient nous le faire croire, malheureusement. Oui, c'est pas aussi évident et aussi facile. Sinon, ça serait malheureusement trop beau. Oui. Et alors, on parle aussi des probiotiques, des cures de probiotiques. On entend dire, oui, il faut faire une cure de probiotiques 1 ou 2 fois par an, changement de saison. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce que c'est encore une fois un peu surfait? Alors, une nouvelle fois, les probiotiques, c'est exactement comme pour les médicaments. Ce n'est pas un médicament en soi, ça ne remplacera pas et ça ne doit pas remplacer un mode de vie sain, une alimentation saine comme décrite. Mais il faut aussi se poser la question de ce qui est réellement un probiotique, parce que ça répond à une définition précise qui doit... qui normalement rentre dans un cadre, et malheureusement il y a eu tout un commerce qui s'est développé autour de ces probiotiques qui fait que malheureusement on entend tout et son contraire sur ces notions-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas, on ne fera pas de mal à prendre des probiotiques en préventif, en prévention initiale, mais il faut aussi avoir en tête que c'est quelque chose d'extrêmement fugace. Certains probiotiques, les moins efficaces, les moins vivants, parce qu'il faut que ça soit des bactéries, des micro-organismes qui soient vivants, ne font que passer à la même vitesse qu'un aliment dans le tube digestif, avec tous les apports en nutriments, en fibres, etc. en moins. Donc en tout cas, ça ne vous protégera pas. Néanmoins, dans certaines situations, ça peut être quelque chose d'additif, d'associé, qui peut apporter un mieux-être, sans pour autant que ça soit totalement curatif, ça c'est évident. Oui, c'est vraiment dans un cadre préventif. Voilà. On sent un déséquilibre, on peut se tourner vers les probiotiques. Et il existe des probiotiques qui sont, on va dire, plus efficaces que d'autres. Qu'est-ce qu'il faut rechercher quand on demande un probiotique, par exemple, ou quand on va en commander Est-ce qu'il y a des notions à rechercher pour être sûr vraiment d'acheter le meilleur, entre guillemets? Alors c'est difficile, on n'a pas de Nutri-Score au niveau des probiotiques, mais limite la question. c'est difficile d'avoir des éléments objectifs et simples d'utilisation pour dire je vais prendre ce probiotique ou plutôt que tel autre. Les entreprises qui sont des entreprises du médicament, qui ont développé ces probiotiques pour la plupart, l'ont fait pour une indication avec des essais ciblés sur une indication. Même si, comme je vous le disais, les effets peuvent être transitoires et fugaces, ce n'est pas, on ne peut pas prendre un probiotique au hasard, tirer la courte paille, parce que un probiotique qui serait destiné à améliorer telle ou telle fonction ne sera pas transposable. Mais il faut, et c'est là où est la limite, c'est que les vrais probiotiques efficaces ne sont pas l'ultra-levure de nos grands-parents, sont plus des choses qui sont plus vivantes et qui relèvent plus de la législation du médicament dur que d'une simple prévention qui quelquefois est juste un apport de nutriments microbiens sans intérêt. Une nouvelle fois, je rejoins ce qu'a dit ma collègue, c'est que si vous ne comprenez pas l'étiquette et qu'il y a plein de modifications de votre bactérie, on vous vend plus du rêve que de la réalité. Ouais, il faut faire attention. Quand on peut acheter des probiotiques sur Internet, c'est peut-être pas forcément
là où il est préconisé de les acheter finalement. Voilà, votre professionnel de santé, qu'il soit pharmacien, médecin, nutritionniste, peut vous orienter n'a pas les compétences, il ou elle n'a pas les compétences, ou vous conseiller telle ou telle souche à apporter. Mais sur Internet, seul sur Google, ça ne suffira difficilement. Un peu plus compliqué que ça. Après, des bactéries vivantes aussi qui viennent entretenir le microbiote. Il y en a aussi dans l'alimentation, dans tous les produits fermentés. Dans un yaourt, un vrai yaourt, il y a Tout simplement le yaourt. Il y a des ferments vivants dans les boissons fermentées, dans les fromages. Dans les fromages ou les crus, par exemple, il y a une diversité de ferments qui viennent aussi, ce que je vous disais, de l'appauvrissement aujourd'hui de la nourriture dont on a à disposition. Maintenant, on a beaucoup dans le rayon fromage, on a beaucoup de fromage au lait pasteurisé, c'est-à-dire qu'on a détruit une bonne partie de la flore du lait. Là, dans le fromage au lait cru, on va maintenir une flore et une diversité en fait, de ferments en fait, qui vont aussi participer à enrichir notre propre flore. Donc, plutôt se tourner vers ces aliments-là. Voilà, sans non plus faire n'importe quoi et enfreindre les lois d'hygiène alimentaire. C'est effectivement, il y a eu un excès de précaution, un excès d'hygiène qui fait que les aliments sont appauvris aussi par leur flore. Avec la pasteurisation, c'était un très bon exemple. Des choses extrêmement restreintes. Il faut ne serait-ce que se poser la question de se dire, mince, je vais manger, savoir qu'un fromage, c'est moisi, un fromage, il y a des ferments qui l'ont transformé. Ce n'est pas un gros mot, ça fait peur, je le comprends tout à fait, mais c'est favorable. Ça ne vous rendra pas malade, du moins pas directement lié à ça. Donc il vaut mieux les privilégier, les fromages un peu moins beaux que les autres. C'est exactement un peu ça. Et il y a plus de diversité au niveau du goût, en fait. De diversité au niveau des ferments et aussi du coup au niveau du goût, parce que ces bactéries qui sont sur le fromage, elles vont développer des saveurs en même temps. Donc il n'y a que du bénéfice. Ouais. Et alors justement, et ceux qui ont des intolérances alimentaires, ceux qui sont intolérants par exemple au lactose, qui ne peuvent pas manger de fromage, ceux qui ont la maladie de cœliaque par exemple, cœliaque, ces personnes qui ont des intolérances, est-ce qu'ils sont un petit peu plus à risque que les autres de développer des maladies chroniques? Est-ce qu'ils sont un peu plus à risque ces gens-là? Ou au contraire, est-ce que ça les protège parce qu'ils ne peuvent pas manger des aliments les maladies inflammatoires, quelles qu'elles soient, dès qu'on a des véritables inflammations chroniques, on est à risque de développer une néoplasie et donc un cancer, et ce, quel que soit l'organe qu'on considère. Néanmoins, il faut savoir garder toute raison en se disant que ce n'est pas parce qu'on est intolérant à un instant donné qu'on va évoluer forcément vers le cancer. Tout est une histoire de proportion, d'exposition à des risques répétés éventuels. Mais à ma connaissance, si certaines maladies inflammatoires ont été associées, des fois avec des niveaux d'évidence relativement limités, on n'est pas sur quelque chose d'automatique en tout cas. Puis concernant l'intolérance au lactose, là on n'est pas sur quelque chose d'inflammatoire. En fait, c'est juste que de manière presque naturelle, en fait, notre corps ne digère plus le sucre qui est dans le lait, et donc ce lactose va se retrouver après justement digéré par des bactéries intestinales et va provoquer des troubles digestifs. Après, par exemple, on a des intolérants au lactose qui mangent aussi du fromage parce qu'il y a très peu de lactose résiduel dans le fromage. Mais ce n'est pas une maladie inflammatoire, par contre. D'accord, contrairement aux personnes intolérantes au gluten. Alors la maladie cœliaque, c'est un autre processus. C'est inflammatoire. Ok. Alors en parlant de maladie inflammatoire, on a une question qui arrive en direct. Est-ce que la maladie de Crohn est un facteur de risque? Alors oui, c'est un facteur de risque par rapport au cancer colorectal. Donc il y a une surveillance particulière. Toutes les maladies inflammatoires du tube digestif, donc il y a la maladie de Crohn, les rectocolites hémorragiques, d'autres maladies qui n'ont pas une catégorisation aussi nette, on va dire aussi simple, sont à risque et donc doivent être motivants pour derrière pouvoir être suivis, prévenir plus franchement encore. Et un dépistage aussi. Voilà. Et oui, le dépistage, c'est important. Mais dans Mars Bleu, il faut quand même rappeler le dépistage. On peut trouver son kit de dépistage dans les pharmacies, par exemple. Ce sont des choses
Il me semble qu'on peut je les sais trouver dans pas. les pharmacies. Oui, à partir d'un certain âge et à partir du moment où vous relevez de ces dépistages, vous pouvez effectivement, soit ça vous est adressé directement, soit vous pouvez après aller le réclamer, mais une nouvelle fois, vous tournez vers votre médecin traitant peut derrière permettre de soit vous rassurer, soit vous adresser et vous rassurer dans un deuxième temps, si besoin est. Et je mentionne aussi au passage le centre de dépistage des cancers Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi un bon interlocuteur si on C'est a ça. des questions. Ouais. Une autre question qui est arrivée en direct. Une personne demande des conseils suite à une opération de la vésicule biliaire et intestin fragile. Donc peut-être des conseils d'hygiène Bah, on est- alimentation, une conduite à tenir peut-être. On est sur des... Le problème, c'est qu'on est sur des maladies qui relèvent presque du cas personnel et qui, Ouais. du coup, compliquent. Il est difficile, là, comme ça, sans connaître la personne, sans avoir vu l'entièreté du dossier, de pouvoir dire monsieur, madame, mangez telle chose dans telle proportion pour pouvoir aller mieux. Néanmoins, c'est des choses qu'il faut savoir discuter avec médecins traitants, nutritionnistes, pharmaciens, centres de dépistage qui seront adaptés plus finement à la personne en face. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est difficile de... Ouais, c'est vrai que suite à des... Voilà, après, c'est vrai que s'il y a des problèmes suite à cette intervention, elle peut aller voir le gastro-entérologue ou même consulter un diététicien pour lui donner des conseils spécifiques Au contexte. Au contexte. Oui. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on sort un petit peu du côté préventif en tout cas, et on est plus là dans le curatif et des conseils adaptés à une situation donnée, à un moment particulier. Mais en tout cas, les conseils de population générale, donc comme cité précédemment, ne s'arrêtent pas parce qu'on est sur un cas particulier. Au contraire, quelquefois, il faut savoir être encore plus attentif à ces recommandations. Donc elle peut les appliquer bien évidemment avec le conseil d'un professionnel Tout à de fait. santé. Une question un petit peu plus précise sur le microbiote. Alors, c'est une étude qui a montré l'impact d'une toxine appelée colibactine sur la prolifération du cancer colorectal. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que c'est une étude qui a démontré des choses ou qui est en train de les démontrer? Alors, c'est la colibactine, donc c'est effectivement, comme vous le disiez, une protéine qui est sécrétée, qui est synthétisée par, comme son nom l'indique, le fameux Escherichia coli, qui est dans notre côlon, du coup. Et certaines souches, pas toutes, mais certaines espèces, certaines populations de ces bactéries sont capables de synthétiser cette protéine qui, en fait, provoquerait, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, une inflammation localisée au niveau du tube digestif et donc une cascade inflammatoire conduisant à une carcinogénèse. Néanmoins, les études sont effectivement très prometteuses, mais on n'est pas encore sur de l'applicatif en routine. Ce n'est malheureusement pas demain qu'on pourra dire on va doser cette protéine ou ces métabolismes pour pouvoir dire monsieur, madame, vous êtes à risque, vous êtes déjà dans telle étape. C'est à l'heure actuelle encore du niveau de la recherche, même si c'est prometteur. Et du coup, est-ce qu'on peut, par exemple, demain, se dire que le microbiote peut être un bon outil de diagnostic pour détecter des personnes un peu comme le gène, il y a un gène particulier, par exemple, pour le cancer du sein, est-ce qu'on peut se dire pour le cancer colorectal, le microbiote va être décisif dans cette prévention? Décisif, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, effectivement, si on prend l'ensemble d'une population même saine à un instant donné, on est capable, et ça ne se limite pas au microbiote digestif, c'est valable pour nos autres microbiotes, vous parliez du sein, mais la sphère génitale est aussi touchée, la peau aussi. On est capable, les scientifiques qui ont fait des très grosses cohortes sont capables de dessiner des microbiotes humains avec un grand H et sont capables de classer, pour revenir sur le microbiote digestif, sur des entérotypes, donc des types de microbiotes dominés par certaines espèces bactériennes plutôt que par d'autres, même si on est globalement avec les mêmes espèces. Certains sont associés à un pronostic plus défavorable sur une évolution sur une certaine maladie ou sur une autre, mais on n'a pas encore de microbiote sain qui nous permettrait de dire c'est bon, je suis à l'abri de tout besoin, parce que
si on reste sur ces entérotypes, certains microbiotes qui nous protégeraient contre un cancer du côlon nous mettraient plus à risque sur un cancer rectal ou plus à risque sur un cancer gastrique. Donc on n'est pas... il faut savoir personnaliser la prise en charge, c'est probablement l'avenir de l'utilisation de ce microbiote. On aura une signature avec un pronostic plus ou moins favorable, mais on n'aura pas la personne invincible. C'est pas grâce au microbiote qu'on arrivera à la déterminer. Encore une fois, c'est pas si évident que ça. Ça évolue très très rapidement. C'est quelque chose de très très jeune et c'est très prometteur et ça évolue dans le bon sens. Néanmoins, il faut encore imaginer que même si là, le temps médiatique allait beaucoup plus vite que le temps scientifique qui est un peu en retard. Et tu es victime de son succès. Très probablement. Oui. Et alors, la greffe de microbiote, c'est toujours quelque chose dont on entend parler. Est-ce que c'est un avenir? C'est un traitement potentiel? C'est quelque chose qui est étudié? Alors, la greffe de microbiote, pour resituer, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qu'on imagine mal, la greffe de microbiote, c'est quelque chose d'extrêmement simple et déjà répandu, même si ça ne porte pas ce nom, dans le règne animal. La greffe de microbiote fécal, c'est trouver un moyen que le microbiote, donc les bactéries qu'on génère, donc on est aux alentours, pour vous donner une idée, on est aux alentours de 1000 milliards à 10 000 milliards de bactéries par gramme de sel, de fesses. Ces bactéries qui sont générées sont une signature et l'idée, ça serait qu'on soit capable de les transférer à un autre individu par les moyens que vous pouvez imaginer, par voie haute ou par voie basse. Effectivement, c'est déjà utilisé dans d'autres indications que les indications de cancérologie à l'heure actuelle, mais ça a des indications et ça fonctionne très très bien pour des prises en charge par exemple anti-infectieuses, anti-clostridioïdes par exemple, mais aussi ça a un niveau de preuve un peu moins élevé, mais toutefois tout à fait prometteur sur des maladies inflammatoires, on en parlait tout à l'heure, des maladies de Crohn, des maladies hémorragiques. Mais il faut avoir en tête que ça porte le nom de greffe parce que c'est le mécanisme, mais on n'est pas sur une greffe comme une greffe de moelle ou une greffe de cellules souches. On ne changera pas un individu en lui définitivement. C'est quelque chose qui sera transitoire, avec des périodes plus ou moins longues, et il faudra recommencer. On ne sera pas différent une bonne fois pour toutes. Et alors, oui. Moi, ce qui est important aussi de dire, c'est que le microbiote, il se construit quand même dans les premières années de vie. Oui. Et on parle des 3 premières années, en fait, et c'est là qu'on va le construire, donc le mode de naissance, mais aussi après l'allaitement. C'est pour ça aussi que l'allaitement maternel est conseillé, parce qu'en fait, pendant que l'enfant tète, il va se coloniser aussi avec les bactéries de la peau de la mère. Et aussi l'alimentation, en fait, même... du jeune enfant, et puis aussi est-ce qu'on est dans l'hygiénisme pur ou est-ce qu'on laisse aussi l'enfant mettre à la bouche des choses, et notre microbiote il se construit là. Et après c'est vrai que sur l'âge adulte c'est plus compliqué après, une fois qu'il est installé, de le modifier. En tout cas sur le long terme on peut le modifier. C'est vrai que sur les changements d'alimentation on peut voir que rapidement quand on change d'alimentation on va modifier le microbiote. Par contre si on revient à manger comme avant, il va naturellement en fait reprendre la place qu'il avait avant. Donc, oui, on le guide au jour le jour, c'est un peu plus, ça demande plus d'attention, quoi. Ouais. Donc même dans les modifications alimentaires aussi, ce qui est important de voir aussi, c'est que ce sont des choses qui doivent être durables, par exemple. Par exemple, de se dire, je vais me mettre à manger du chou pendant 15 jours. Oui, il y aura certainement un effet sur le microbiote, d'ailleurs peut-être un petit peu trop violent. Mais par contre, d'intégrer des modifications, peut-être des petites modifications, mais petit à petit et dans le temps, c'est là peut-être qu'on verra un petit peu plus d'effets. C'est comme le sport, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que dans les premières années de vie, c'est là qu'il se construit et c'est là que c'est une période clé, en fait. Et on n'en parle quasiment pas. Alors, il y a une campagne, les 1000 premiers jours, qui a été lancée là récemment par Santé publique France. Mais c'est vrai que ça reste assez timide. Et il faut imaginer qu'il y a énormément d'études qui sont en train d'être menées, mais on a un recul qui est nécessaire. Le microbiote, comme vous le disiez, c'est quelque chose d'extrêmement récent, les connaissances réelles du microbiote. Donc si on étudiait les enfants dès leur naissance et au moment du microbiote, on aurait un recul d'une grosse dizaine d'années. On n'est pas encore sur des microbiotes adultes et encore moins âgés, donc c'est difficile d'avoir du recul. Mais en tout cas, on parle de l'alimentaire, c'est valable aussi
pour les prises antibiotiques, on parlait de l'aspect hygiéniste des choses. Et par contre, il y a des études qui ont très bien montré que si on prenait des antibiotiques de façon prolongée, par exemple, plus de 7 jours pendant notre première ou deuxième année de vie, on avait un retentissement ne serait-ce que staturo-pondéral à l'âge adulte. On est plus petit et on a tendance à être plus gros. Ce qui est donc associé à terme, probablement, c'est un raccourci un petit peu excessif peut-être, mais c'est assez évocateur du fait que derrière on ne sera pas pareil et que effectivement, j'aime bien cette phrase, il faut laisser les enfants toucher n'importe quoi, manger n'importe quoi, parce que être dans les bacs à sable, c'est un bon moyen de se prévenir par la suite. Oui, c'est ce qu'on dit, oui, laisse-le faire, ça l'immunise. C'est ça. Voilà. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Non plus, évidemment. On garde toute raison, évidemment. On avait une question, alors elle est un petit peu... C'est un témoignage mélangé à une question. L'hérédité donc, a-t-elle une part importante dans le cancer colorectal ? J'ai 3 antécédents directs dans la famille, père, mère, grand-mère, qui ont eu ce cancer, dont 2 sont malheureusement décédés suite à la généralisation. Personnellement, j'ai déjà eu une coloscopie de contrôle à 37 ans, j'en ai 41, la prochaine sera normalement en 2023. Je trouve vraiment dommage que les gens ne veuillent pas se faire dépister par peur qu'on leur trouve quelque chose, car attendre que les choses s'enveniment, et après il est trop tard, alors que pris à temps, il y a une chance de guérison. Alors derrière cette question, est-ce que c'est vrai que pris à temps, il y a une chance de guérison, en tout cas de rémission ? Les chances de prise en charge avec succès sont de toute façon associées avec la précocité du dépistage. C'est pour ça que c'est important en population générale à partir d'un certain âge ou quand il y a une hérédité comme c'est décrit, il faut savoir se prendre en charge et effectivement avoir peur n'évite pas le danger et donc du coup c'est nous mener à des risques quelquefois excessifs. Et l'hérédité fonctionne très très bien d'un point de vue gène. On commence à connaître des gènes qui impactent, mais comme c'était dit tout à l'heure, on est en contact avec les bactéries de nos parents, de nos grands-parents, qui fait que dans nos 3 premières années de vie, on devient un clone mimétique de ces bactéries. Et donc on est probablement à risque aussi associé à ça. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de cancer colorectal ? C'était une question aussi qui nous est arrivée sur Twitter. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de cancer colorectal ? Alors oui, il existe plusieurs. Je ne suis pas spécialiste de cancérologie, donc ma question va être rapidement éludée, mais oui, il y a plusieurs types de cancers avec des présentations, des conséquences, des traitements qui sont totalement différents, et c'est aussi pour ça qu'il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes, son médecin traitant dans un premier temps, des centres de dépistage éventuellement en parallèle, voire son spécialiste adressé dans un troisième temps. Et alors, une autre question qui nous était arrivée, pourquoi n'avons pas tous le même régime ? Alors, je pense que c'est plutôt pourquoi n'avons peut-être pas tous le même régime alimentaire C'est assez vaste, très peu précis. Mais... Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est peut-être la culture. La culture, l'éducation, les valeurs. Derrière l'alimentation, il y a beaucoup de valeurs aussi. Et puis aussi l'accès à l'information. C'est vrai qu'en France, on accorde une place assez peu importante à la prévention. On n'a pas tous accès au même message, alors à part avoir entendu manger 5 fruits et légumes à la télé. Voilà, on n'a pas... Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas beaucoup d'autres choses de fait en prévention et on n'a pas... Voilà, le budget aussi compte aussi. Le temps accordé au repas, voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent sur le fait qu'on n'est pas tous sur le même régime alimentaire. Alors, on va continuer dans l'alimentation. Il y a une autre question qui nous est arrivée. On parle de manger en pleine conscience. Est-ce que ça favorise une bonne alimentation ? Les manger en pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? Alors, manger en pleine conscience, on peut déjà dire c'est juste manger en portant une attention à ce qu'on mange et puis... être à l'écoute de ses besoins aussi. Donc quand on est à l'écoute de ses besoins, on respecte un petit peu plus ce dont notre corps a besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas la tête qui guide tout, mais c'est aussi le corps qui... C'est aussi prendre du temps pour manger. Le fait de bien mastiquer ses aliments, c'est aussi derrière une digestion qui se fait mieux. Et puis du coup de choisir des aliments qui vont être plus intéressants pour nous. Voilà, manger, ça peut servir à ça, déjà. Donc c'est utile. Et comment on apprend à manger en pleine conscience ? Il faut se poser
prendre le temps? Alors déjà, voilà, mettre vraiment de l'attention dans son repas, hein. Donc déjà, on peut faire voilà, se mettre à table, et puis c'est juste déjà d'observer un petit peu tous ses sens, parce que quand on mange, en fait, on peut manger avec ses 5 sens, prendre le temps de regarder ses aliments, prendre le temps de les toucher, prendre le temps de les savourer, comme si un petit peu vous alliez dans un restaurant gastronomique et que vous preniez ce temps-là, mais le faire avec le quotidien. Alors, l'alimentation pleine conscience, c'est des ateliers qu'on retrouve à la Villa Santé. Ouais. Je profite de votre présence en tant qu'ambassadrice de la Villa Santé. Si on peut un petit peu en parler sur ce que vous proposez comme alors il y a suivi. des ateliers, différents ateliers, alors sur l'alimentation, mais pas que, hein, mais c'est vrai que sur la pleine conscience, alors ma collègue psychologue est formée à la méditation de pleine conscience, et après on travaille ensemble. Alors c'est pas pour ralentir le temps du repas, hein, l'atelier qu'on fait sur l'alimentation en pleine conscience, on va un petit peu plus loin, hein, on parle plutôt de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire gérer la nourriture, gérer notre alimentation, qui peut être parfois qui prendre beaucoup de place quand les émotions guident un petit peu trop nos choix alimentaires. Donc on travaille autour de ça. Mais après, il y a des ateliers aussi sur comment bien choisir ses produits, comment bien comparer les produits entre eux. Il y a des ateliers cuisine pour donner aussi des idées de recettes, sortir un petit peu de son quotidien, éveiller un petit peu à la curiosité. On propose aussi des ateliers de cuisine un peu plus végétarienne, hein, et plus végétale, parce que dans le cancer colorectal, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même qu'il y a un risque qui a été montré, avéré en tout cas, sur la consommation excessive de viande et de viande. Alors les viandes, on va dire des gros animaux, et les charcuteries. Donc après, c'est vrai qu'on est un pays où on a l'habitude de manger de la viande ou de la charcuterie régulièrement. Et pour atteindre les recommandations, comment on peut trouver d'autres idées de repas, par exemple, qui soient quand même bons, mais sans le modèle du morceau de viande et puis de l'accompagnement. La viande rouge et... Ouais, donc les viandes qui sont au niveau des recommandations, en fait, qui sont données par Santé publique France, hein, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est 500 grammes de viande, alors bœuf, veau, mouton, porc, agneau, donc en gros la viande des gros mammifères, à moins de 500 grammes par semaine, hein, puisque alors l'effet qui a été montré, ce serait par le fer. En fait, le fer des viandes, en fait, qui est contenu en quantité assez intéressante, qui nous est utile, hein, mais le fait d'en consommer trop, en fait, peut avoir un effet au niveau des intestins et pourrait avoir un lien, en tout cas, avec les cancers colorectaux. Et pour les charcuteries, ce qui est plus incriminé, ce sont les nitrites. Oui. Les nitrites, en fait, ce sont des conservateurs qui sont utilisés pour que notre jambon il se garde un certain temps. Et puis qu'il soit bien rose, et donc ça, il y a un risque qui a été vraiment classé comme cancérigène avéré pour les nitrites. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de législation pour les réduire dans l'industrie agroalimentaire. C'est en train d'évoluer, mais doucement. Donc l'idée, c'est de réduire la consommation sans la supprimer, mais la réduire permet de se protéger. Très bien. Donc sans nitrite. C'est à vérifier sur les étiquettes. Alors sans nitrite, mais après ça peut être juste de manger moins souvent en fait, même s'il y a des nitrites, parce que voilà, même certains produits sans nitrite, si vous les voyez roses, en fait, c'est qu'ils trouvent un autre moyen d'en mettre, souvent. C'est pas si bon que ça. Oui, le jambon blanc n'est pas rose. Ouais, si vous avez un jambon blanc sans nitrite, il est certainement quand même avec des nitrites en fait. J'utilise les bouillons de légumes. D'accord. Pour les glisser. Pour tricher un petit peu. Mais après, on peut aussi manger un peu moins de charcuterie et puis végétaliser un petit peu plus son assiette sans supprimer complètement. Hein. L'idée, c'est pas d'être complètement noir ou blanc, hein, mais d'en manger peut-être un petit peu moins, tout doucement réduire sa consommation, surtout pour les gros consommateurs. On n'interdit pas, mais on limite. Voilà, on varie surtout. On varie. La diversité. On n'a plus de questions pour ce live. On va retenir le maître mot, c'est la diversité dans l'alimentation et faire attention à ce qu'on mange pour entretenir notre microbiote. On garde le lien avec son médecin traitant si on a des doutes. En tout cas, moi, je vous dis merci
à tous les deux. On se retrouve en avril et on parlera d'endométriose, un tout autre sujet. En attendant, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.